Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Je suis ravie d'être avec vous pour une nouvelle lecture classique ce soir. Une lecture ensemble sur ce canapé que vous appréciez tant, j'en suis sûre. Bienvenue dans l'univers de Stendhal. Nous sommes au début du 19e siècle puisque c'est un essai publié en 1822 que je suis en train de vous lire. Il s'intitule De l'amour et alors sous couvert d'analyse psychologique et sociologique du sentiment amoureux, eh bien il exprime sa passion malheureuse pour Mathilde Dubowski, avec laquelle il eut une relation douloureuse et courte, si je puis dire. Alors, Stendhal, il a l'idée de publier donc cet ouvrage en 1819, 3 ans auparavant. Il écrit un essai d'idéologie, en fait, sur les sentiments amoureux, sauf qu'évidemment, eh bien, il exprime ses idées qu'il intègre dans des idées plus générales. Alors, plutôt que de passer par la fiction, eh bien, je vous l'ai dit, donc il décide de raconter un petit peu son expérience personnelle pour plus d'impact, j'imagine, pour le lecteur. Alors, l'ouvrage est divisé en 2 livres. Le premier se consacre à l'analyse psychologique du sentiment amoureux, tandis que le second propose une étude sociologique des mœurs amoureuses de différents pays, ainsi que sur l'éducation des femmes. Mais bon, il oscille un peu entre les deux dans chaque livre. Nous sommes encore au livre premier. Les chapitres sont très courts. Nous entamons donc ensemble le chapitre 14. N'hésitez pas à réagir avec moi sur cet ouvrage de Stendhal. Hashtag VBN, Twitter, Facebook. Vous connaissez le principe. Et puis place à la lecture de l'amour. Voici un effet qui me sera contesté et que je ne présente qu'aux hommes, dirais-je, assez malheureux, pour avoir aimé avec passion pendant de longues années et d'un amour contrarié par des obstacles invincibles. La vue de tout ce qui est extrêmement beau, dans la nature et dans les arts, rappelle le souvenir de ce qu'on aime, avec la rapidité de l'éclair. C'est que par le mécanisme de la branche d'arbre garnie de diamants dans la mine de Salzbourg, tout ce qui est beau et sublime au monde fait partie de la beauté de ce qu'on aime. Et cette vue imprévue du bonheur, à l'instant, remplit les yeux de larmes. C'est ainsi que l'amour du beau et l'amour se donnent mutuellement la vie. L'un des malheurs de la vie, c'est que ce bonheur de voir ce qu'on aime et de lui parler ne laisse pas de souvenirs distincts. L'âme est apparemment trop troublée par ses émotions pour être attentive à ce qui les cause ou à ce qui les accompagne. Elle est la sensation elle-même. C'est peut-être parce que ces plaisirs ne peuvent pas être usés par des rappels à volonté qu'ils se renouvellent avec tant de force. Dès que quelque objet vient nous tirer de la rêverie consacrée à la femme que nous aimons et nous la rappeler plus vivement par quelques nouveaux rapports. Un vieil architecte sec la rencontrait tous les soirs dans le monde. Entraîné par le naturel et sans faire attention à ce que je lui disais, un jour je lui en fis un éloge tendre et pompeux et elle se moqua de moi. Je n'eus pas la force de lui dire « Il vous voit chaque soir ». Cette sensation est si puissante qu'elle s'étend jusqu'à la personne de mon ennemi, qui l'approche sans cesse. Quand je la vois, elle me rappelle tant Léonore que je ne puis la haïr dans ce moment, quelque effort que j'y fasse. L'on dirait que par une étrange bizarrerie du cœur, la femme aimée communique plus de charme qu'elle n'en a elle-même. L'image de la ville lointaine où on la vit un instant jette une plus profonde et plus douce rêverie que sa présence elle-même. C'est l'effet des rigueurs. La rêverie de l'amour ne peut se noter. Je remarque que je puis relire un bon roman tous les 3 ans avec le même plaisir. Il me donne des sentiments conformes au genre de goût tendre qui me domine dans le moment ou me procure de la variété dans mes idées, je n'en sais rien. Je puis aussi écouter avec plaisir la même musique, mais il ne faut pas que la mémoire cherche à se mettre de la partie. C'est l'imagination uniquement qui doit être affectée. Si un opéra fait plus de plaisir à la 20e représentation, c'est que l'on comprend mieux la musique ou qu'il rappelle la sensation du premier jour. Quant aux nouvelles vues qu'un roman suggère pour la connaissance du cœur humain,
Je me rappelle fort bien les anciennes. J'aime même à les trouver notées en marge. Mais ce genre de plaisir s'applique au roman, comme m'avançant dans la connaissance de l'homme et nullement à la rêverie qui est le vrai plaisir du roman. Cette rêverie est innotable. La noter, c'est la tuer pour le présent, car l'on tombe dans l'analyse philosophique du plaisir. C'est la tuer encore plus sûrement pour l'avenir, car rien ne paralyse l'imagination comme l'appel à la mémoire. Si je trouve en marge une note peignant ma sensation en lisant Old Mortality à Florence, il y a 3 ans, à l'instant je suis plongée dans l'histoire de ma vie, dans l'estime du degré de bonheur aux 2 époques, dans la plus haute philosophie, en un mot, et adieu pour longtemps, le laisser-aller des sensations tendres. Tout grand poète ayant une vive imagination est timide, c'est-à-dire qu'il craint les hommes pour les interruptions et les troubles qu'ils peuvent apporter à ces délicieuses rêveries. C'est pour son attention qu'il tremble. Les hommes, avec leurs intérêts grossiers, viennent le tirer des jardins d'Armide pour le pousser dans un bourbier fétide, et ils ne peuvent guère le rendre attentif à eux qu'en l'irritant. C'est par l'habitude de nourrir son âme de rêveries touchantes et par son horreur pour le vulgaire qu'un grand artiste est si près de l'amour. Plus un homme est grand artiste, plus il doit désirer les titres et les décorations comme rempart. Chapitre 15. L'on rencontre au milieu de la passion la plus violente et la plus contrariée des moments où l'on croit tout à coup ne plus aimer. C'est comme une source d'eau douce au milieu de la mer. On n'a presque plus de plaisir à songer à sa maîtresse et, quoique accablé de ses rigueurs, l'on se trouve encore plus malheureux de ne plus prendre intérêt à rien dans la vie. Le néant le plus triste et le plus découragé succède à une manière d'être agitée sans doute, mais qui présentait toute la nature sous un aspect neuf, passionné, intéressant. C'est que la dernière visite que vous avez faite à ce que vous aimez vous a mis dans une position sur laquelle, une autre fois, votre imagination a moissonné tout ce qu'elle peut donner de sensations. Par exemple, après une période de froideur, elle vous traite moins mal et vous laisse concevoir exactement le même degré d'espérance. Et par les mêmes signes extérieurs qu'à une autre époque, tout cela peut être sans qu'elle s'en doute. L'imagination trouvant en son chemin la mémoire et ses tristes avis, la cristallisation cesse à l'instant. Chapitre 16. Je viens d'éprouver ce soir que la musique, quand elle est parfaite, met le cœur exactement dans la même situation où il se trouve quand il jouit de la présence de ce qu'il aime. C'est-à-dire qu'elle donne le bonheur apparemment le plus vif qui existe sur cette terre. S'il en était ainsi pour tous les hommes, rien au monde ne disposerait plus à l'amour. Mais j'ai déjà noté à Naples, l'année dernière, que la musique parfaite, comme la pantomime parfaite, me fait songer à ce qui forme actuellement l'objet de mes rêveries et me fait venir des idées excellentes à Naples. C'est sur le moyen d'armer les Grecs. Or, ce soir, je ne puis me dissimuler que j'ai le malheur of being too great and a mirror of Milady L. Et peut-être que la musique parfaite que j'ai eu le bonheur de rencontrer, après 2 ou 3 mois de privation, quoique allant tous les soirs à l'opéra, n'a produit tout simplement que son effet anciennement reconnu. Je veux dire, celui de faire songer vivement à ce qui occupe. Le 4 mars, 8 jours après. Je n'ose ni effacer, ni approuver l'observation précédente. Il est sûr que quand je l'écrivais, je la lisais dans mon cœur. Si je la mets en doute aujourd'hui, c'est peut-être que j'ai perdu le souvenir de ce que je voyais alors. L'habitude de la musique et de sa rêverie prédispose à l'amour. Un air tendre et triste, pourvu qu'il ne soit pas trop dramatique, que l'imagination ne soit pas forcée de songer à l'action, excitant purement à la rêverie de l'amour et délicieux pour les âmes tendres et malheureuses. Par exemple, le trait prolongé de clarinette
au commencement du Quaterto de Bianca e Faliero et le récit de la Camporessi vers le milieu de Quaterto. L'amant qui est bien avec ce qu'il aime jouit avec transport du fameux duetto d'Armida et Rinaldo de Rossini, qui peint si juste les petits doutes de l'amour heureux et les moments de délice qui suivent les raccommandements. Le morceau instrumental qui est au milieu du duetto, au moment où Rinaldo veut fuir et qui représente d'une manière si étonnante le combat des passions, lui semble avoir une influence physique sur son cœur et le toucher réellement. Je n'ose dire ce que je sens à cet égard. Je passerai pour fou auprès des gens du Nord. Chapitre 17, la beauté détrônée par l'amour. Albéric rencontre dans une loge une femme plus belle que sa maîtresse. Je supplie qu'on me permette une évaluation mathématique, c'est-à-dire dont les traits promettent 3 unités de bonheur au lieu de 2. Je suppose que la beauté parfaite donne une quantité de bonheur exprimée par le nombre 4. Est-il étonnant qu'il leur préfère les traits de sa maîtresse, qui lui promettent 100 unités de bonheur? Même les petits défauts de sa figure, une marque de petite vérole par exemple, donnent de l'attendrissement à l'homme qui aime et le jette dans une rêverie profonde lorsqu'il les aperçoit chez une autre femme qui se rasse chez sa maîtresse. C'est qu'il a éprouvé 1000 sentiments en présence de cette marque de petite vérole, que ces sentiments sont pour la plupart délicieux, sont tous du plus haut intérêt et que, quels qu'ils soient, ils se renouvellent avec une incroyable vivacité à la vue de ce signe, même aperçu sur la figure d'une autre femme. Si l'on parvient ainsi à préférer et à aimer la laideur, c'est que dans ce cas, la laideur est beauté. Un homme aimait à la passion une femme très maigre et marquée de petites véroles. La mort la lui ravit. 3 ans après, à Rome, admis dans la familiarité de 2 femmes, l'une plus belle que le jour et l'autre maigre, marquée de petites véroles, et par là, si vous voulez, assez laide, je le vois aimer la laide au bout de 8 jours qu'il emploie à effacer sa laideur par ses souvenirs et par une coquetterie bien pardonnable. La moins jolie ne manqua pas de l'aider en lui fouettant un peu le sang, chose utile à cette opération. Un homme rencontre une femme et est choqué de sa laideur. Bientôt, si elle n'a pas de prétention, sa physionomie lui fait oublier les défauts de ses traits. Il la trouve aimable et conçoit qu'on puisse l'aimer 8 jours après. Il a des espérances. 8 jours après, on les lui retire. 8 jours après, il est fou. Chapitre 18. On remarque au théâtre une chose analogue envers les acteurs chéris du public. Les spectateurs ne sont plus sensibles à ce qu'ils peuvent avoir de beauté ou de laideur réelle. Le Caïn, malgré sa laideur remarquable, faisait des passions à foison. Garrick aussi, par plusieurs raisons, mais d'abord parce qu'on ne voyait plus la beauté réelle de leurs traits ou de leurs manières, mais bien celle que depuis longtemps, l'imagination était habituée à leur prêter, en reconnaissance et en souvenir, de tous les plaisirs qu'il lui avait donnés. Et par exemple, la figure seule d'un acteur comique fait rire dès qu'il entre en scène. Une jeune fille qu'on menait au français pour la première fois pouvait bien sentir quelque éloignement pour le Caïn durant la première scène, mais bientôt, il la faisait pleurer ou frémir. Et comment résister au rôle de Tancrède ou d'Orosmane si pour elle, la laideur était encore un peu visible. Les transports de tout un public et l'effet nerveux qu'ils produisent sur un jeune cœur parvenaient bien vite à l'éclipser. Il ne restait plus de la laideur que le nom. Et pas même le nom, car l'on entendait des femmes enthousiastes de Le Caïn s'écrier « qu'il est beau ». Rappelons-nous que la beauté est l'expression du caractère, ou autrement dit, des habitudes morales, et qu'elle est par conséquent exempte de toute passion. Or, c'est de la passion qu'il nous faut. La beauté
ne peut nous fournir que des probabilités sur le compte d'une femme. Et encore, des probabilités sur ce qu'elle est de sang-froid. Et les regards de votre maîtresse, marqués de petites véroles, sont une réalité charmante, qui anéantit toutes les probabilités possibles. Chapitre 19, suite des exceptions à la beauté. Les femmes spirituelles et tendres, mais à sensibilité timide et méfiante, qui le lendemain du jour où elles ont paru dans le monde repassent 1000 fois en revue et avec une timidité souffrante ce qu'elles ont pu dire ou laisser deviner, ces femmes-là, dis-je, s'accoutument facilement au manque de beauté chez les hommes. Et ce n'est presque pas un obstacle à leur donner de l'amour. C'est par le même principe qu'on est presque indifférent pour le degré de beauté d'une maîtresse adorée et qui vous comble de rigueur. Il n'y a presque plus de cristallisation de beauté et quand l'ami guérisseur vous dit qu'elle n'est pas jolie, on en convient presque et il croit avoir fait un grand pas. Mon ami le brave capitaine Trabb me peignait ce soir ce qu'il avait senti autrefois en voyant Mirabeau. Personne en regardant ce grand homme n'éprouvait par les yeux un sentiment désagréable, c'est-à-dire ne le trouvait laid. Entraîné par ses paroles foudroyantes, on était attentif. On trouvait du plaisir à être attentif qu'à ce qui était beau dans sa figure. Comme il n'y avait presque pas de traits beaux, de la beauté de la sculpture ou de la beauté de la peinture, l'on était attentif qu'à ce qui était beau d'une autre beauté, de la beauté d'expression. En même temps que l'attention fermait les yeux à tout ce qui était laid, pittoresquement parlant, elle s'attachait avec transport aux plus petits détails, passables par exemple à la beauté de sa vaste chevelure, s'il lui portait des cornes ou les eût trouvées belles. La présence de tous les soirs d'une jolie danseuse donne de l'attention forcée aux âmes blasées ou privées d'imagination qui garnissent le balcon de l'opéra. Par ses mouvements gracieux, hardis et singuliers, elle réveille l'amour physique et leur procure peut-être la seule cristallisation qui soit encore possible. C'est ainsi qu'un laideron qu'on n'eût pas honoré d'un regard dans la rue, surtout les gens usés, s'ils paraissent souvent sur la scène, trouvent à se faire entretenir fort cher. Geoffroy disait que le théâtre est le piédestal des femmes. Plus une danseuse est célèbre et usée, plus elle vaut de là le proverbe des coulisses. Telle trouve à se vendre qui n'eût pas trouvé à se donner. Ces filles volent une partie de leur passion à leurs amants et sont très susceptibles d'amour par pique. Comment faire pour ne pas lier des sentiments généraux ou aimables à la physionomie d'une actrice, dont les traits n'ont rien de choquant, que tous les soirs l'on regarde pendant 2 heures exprimant les sentiments les plus nobles que l'on ne connaît pas autrement, quand enfin l'on parvient à être admis chez elle. Ces traits vous rappellent des sentiments si agréables que toute la réalité qui l'entoure, quelque peu noble qu'elle soit quelquefois, se recouvre à l'instant d'une teinte romanesque et touchante. Dans ma première jeunesse enthousiaste de cette ennuyeuse tragédie française, quand j'avais le bonheur de souper avec mademoiselle Olivier, à tous les instants, je me surprenais, le cœur rempli de respect, à croire parler à une reine, et réellement je n'ai jamais bien su si auprès d'elle j'avais été amoureux d'une reine ou d'une jolie fille. Chapitre 20. Peut-être que les hommes qui ne sont pas susceptibles d'éprouver l'amour-passion sont ceux qui sentent le plus vivement l'effet de la beauté. C'est du moins l'impression la plus forte qu'ils puissent recevoir des femmes. L'homme qui a éprouvé le battement de cœur que donne de loin le chapeau de satin blanc de ce qu'il aime est tout étonné de la froideur où le laisse l'approche de la plus grande beauté du monde. Observant les transports des autres, il peut même avoir un mouvement de chagrin. Les femmes, extrêmement belles, étonnent moins le second jour. C'est un grand malheur. Cela décourage la cristallisation. Leur mérite étant visible à tous et formant décoration, elles doivent compter
plus de sots dans la liste de leurs amants, des princes, des millionnaires, etc. Et nous poursuivrons avec le chapitre 21 dès notre prochain numéro ensemble dans VBN. J'espère que cet extrait de l'essai de Stendhal de l'amour vous a plu. En tout cas, je serai là pour notre prochain rendez-vous ensemble, toujours en compagnie de cet auteur du 19e siècle. Merci à tous pour votre fidélité. Alors, si vous en voulez un petit peu plus, eh bien, c'est possible, puisque je vous donne rendez-vous dès à présent sur mon blog www.somethingaboutVictoria.com, où je vous parle de plein de choses, de mode, de lifestyle, de voyage, de beauté. C'est mixte, je préfère le signaler. Et puis également, je vous parle de mon tout nouveau projet artistique, puisque je serai sur scène dans une nouvelle comédie au théâtre dans Tir au pigeon. Alors on commence en 2015 dans le sud de la France en tournée. Et puis l'année prochaine, ce sera à Paris. N'hésitez pas à aller faire un tour et à donner vos commentaires. J'attends vos réactions avec impatience. Et puis n'oubliez pas le hashtag VBN pour réagir à cette émission et puis à tout ce qui concerne VBN en général. Merci à tous d'avoir été avec moi. Merci à l'équipe technique de VBN. À très bientôt sur D8. Bonne journée à tous.